Bonjour. Dans cette vidéo, notre but est de comprendre les mécanismes fondamentaux intervenant dans l'électrophorèse en considérant le cas idéal d'une sphère chargée pouvant se déplacer dans un fluide sous l'action d'une force électrique. Voici notre sphère, de rayon R, masse m et charge Q. Elle se déplace à la vitesse v dans le fluide et subit l'action de deux forces, la force électrique et la force de résistance au mouvement opposée par le milieu. On ne s'intéresse qu'au déplacement sur l'axe de ces forces qu'on peut imaginer horizontales. On oublie ou néglige les autres forces verticales, telles que poids et poussée d'Archimède, qui tendront en pratique à se compenser et ne dominent pas l'évolution du système. On peut même considérer un système dans l'espace sans gravité. La force électrique sera due à un champ électrique E imposé et vaudra F égale QE. Pour la force de résistance au mouvement, nous y reviendrons un peu plus loin, mais pour l'instant, nous admettrons qu'elle est de type frottement visqueux, opposée au vecteur vitesse et proportionnelle à la vitesse, F égale moins alpha V. Si la vitesse double, la force double. Le coefficient alpha est constant. Intuitivement, il doit dépendre de la nature du fluide et de la taille de la sphère. Si notre sphère est initialement immobile, ce qui va se passer expérimentalement et que les mathématiques vont nous confirmer, c'est que la vitesse va augmenter progressivement jusqu'à atteindre une vitesse limite Vlim. C'est la même chose que pour un parachutiste dans l'air. La vitesse limite est atteinte quand la vitesse est assez grande pour que la force de résistance compense la force électrique. F res plus F elec égale 0. Avec un peu plus de détails, on peut écrire la relation fondamentale de la dynamique qui, projetée sur l'axe du déplacement, donne une équation différentielle où V est la fonction inconnue. On sait très bien résoudre ce genre d'équation, vous trouverez les détails ailleurs si nécessaire, et l'on trouve bien une courbe telle que prévue pour V en fonction du temps. L'expression exacte nous dit que l'on tend exponentiellement vers la vitesse limite et que celle-ci vaut QE sur alpha, ce que l'on aurait pu trouver à partir de somme des forces égale 0 d'ailleurs. Nous allons rajouter un petit pas de plus concernant la force de résistance et son coefficient alpha qui est si décisif. Des forces en moins alpha V sont d'un usage courant et fonctionnent bien dans de nombreux cas, même si alpha doit être déterminé expérimentalement. Pouvons-nous prévoir ici ce que vaudra alpha? Il se trouve que pour la sphère, M. Stokes, physicien du XIXe siècle, a pu établir une formule exacte à partir des lois de l'hydrodynamique et quelques hypothèses, en particulier un écoulement bien régulier du fluide autour de la sphère, donc pas d'obstacle à moins de 10 fois le rayon, et le fait que la résistance sera due essentiellement à la viscosité du fluide et non son inertie. Dans ce cas, le coefficient alpha vaut exactement 6 pi eta R. R est le rayon de la sphère, eta le coefficient de viscosité dynamique du fluide. Nous n'allons pas définir plus précisément ici ce paramètre, mais dire qu'il est en effet plus grand pour le miel que pour l'huile, et pour l'huile que pour l'eau. Nous pouvons utiliser cette expression de alpha pour nos résultats précédents et écrire la vitesse limite sous la forme Vlim égale QE sur 6 pi eta R. Vous remarquerez donc que cette vitesse limite, très importante pour la suite, dépend ici explicitement de la taille de la bille, mais pas de sa masse. En pratique, bien sûr, des billes de même densité verront leur taille augmenter avec leur masse. Mais vous voyez dans l'absolu que deux sphères de masse très différentes peuvent avoir la même vitesse limite si elles ont le même rayon. Ce qui change explicitement avec la masse, c'est le temps tau que met la sphère pour atteindre sa vitesse de croisière, et qui est de l'ordre de m sur alpha, nous disent les maths. Comme en électrophorèse, on néglige toujours cette phase d'accélération, la masse n'intervient nulle part directement. Mais en pratique, bien sûr, si vous avez une protéine 100 fois plus lourde qu'une autre, vous vous doutez qu'elle sera plus grosse, donc moins rapide a priori. Un mot sur le champ électrique, puisque la vitesse limite lui est directement proportionnelle. Ici, il peut y avoir des complications,
mais nous considérerons toujours que nos particules sont toutes dans un champ électrique bien uniforme et identique pour toutes. Un tel champ idéal peut être réalisé avec deux plaques conductrices parallèles soumises à une différence de potentiel ou tension électrique U en volts. Dans ce cas, si les plaques sont séparées par la distance d, le champ vaut E égale U sur d en volts par mètre. En pratique, vous pourrez estimer les champs à partir de U et de la distance entre électrodes, même si ce ne sont pas des plaques. J'ajouterai un exercice à ce sujet. Nous en savons désormais assez sur les billes chargées qui se déplacent dans les fluides. Toutefois, il y a une notion qui revient très souvent en électrophorèse, qui est celle de la mobilité mu d'une espèce. Il faut donc savoir que cette mobilité est définie à partir de la relation V égale mu E, où V est la vitesse limite observée dans des conditions données, en particulier pour un champ E donné. En pratique, par exemple, si vous observez une bande qui se déplace de 1 cm en 30 minutes pour un champ de 100 volts par centimètre, vous pouvez calculer que la mobilité de l'espèce concernée est donc de 5 10 puissance moins 10 mètres carrés par volt seconde, en utilisant partout des unités du système international. Connaissant les mobilités des différentes espèces présumées dans votre solution, vous pouvez donc avoir une idée de la distance qu'elles parcourront pendant un temps t donné par d égale mu fois E fois t, et choisir convenablement votre durée d'expérience et votre tension appliquée. On peut donner l'expression de la mobilité théorique pour le modèle de la sphère chargée. On sait que V égale mu E et que nous avons l'expression de la vitesse limite dans ce cas, QE sur 6 pi eta r, d'où la mobilité mu égale Q sur 6 pi eta r. On retrouve bien là un résultat attendu intuitivement, c'est-à-dire que notre sphère chargée sera d'autant plus mobile qu'elle est petite, chargée, donc soumise à une grande force électrique, et se déplaçant dans un milieu peu visqueux. Voilà qui conclut cette séquence sur l'électrophorèse dans le cas idéal d'une sphère chargée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la réalité peut être plus cruelle et compliquée, mais comment on peut trouver moyen de s'en sortir.